Bien, bonjour à tous. J'ai mes diapositives en anglais. C'était pas clair si j'allais parler en anglais ou pas, mais je vais vous parler en français, c'est peut-être mieux au Collège de France. Et vous avez la traduction en anglais pour ceux d'entre vous qui préfèrent écouter cette langue. Mes diapositives sont en anglais, j'espère que ça permettra de suivre pour les collègues anglophones. Alors, effectivement, merci à Esther pour son invitation, merci au groupe ID. Je voudrais vous parler ce matin de progrès récents sur l'acquisition de la lecture, sur ces bases cérébrales, et ça me permettra d'aborder un sujet sur lequel on me pose parfois des questions. Quel est l'apport des sciences cognitives, et en particulier des neurosciences cognitives, à l'éducation? Est-ce que vraiment on a besoin des neurosciences? Est-ce qu'on peut s'appuyer dessus? Ou bien est-ce que, comme l'avait dit John Brewer dans un article célèbre, c'est un pont trop loin entre les neurosciences et l'éducation? Et je voudrais vous montrer qu'il y a toute une série de ponts, effectivement, d'arches de ponts, qui peuvent nous inspirer mutuellement depuis les neurosciences jusqu'au domaine de l'éducation, et que les progrès sont réels, que comprendre les mécanismes cérébraux de l'éducation, de l'apprentissage, ça peut aider en retour à développer des programmes éducatifs et finalement aider les enfants, en particulier les enfants dyslexiques. Donc voilà le plan de mon exposé. Je voudrais très rapidement vous rappeler, parce que je l'ai fait de nombreuses fois ici, ce qu'on sait des mécanismes cérébraux de l'apprentissage de la lecture, ce qui change dans notre cerveau quand on apprend à lire, et surtout vous présenter un nouveau modèle très détaillé de la manière dont les neurones implémentent l'acte de lire. Et sur cette base, je vous présenterai aussi de nouveaux travaux sur le diagnostic de différents types de dyslexie. Il n'y a pas une dyslexie, mais plusieurs, et nous avons des nouveaux outils pour les détecter. Et enfin, je parlerai un tout petit peu de nos actions pratiques avec des logiciels pour mesurer la lecture et pour vérifier son acquisition et faciliter son acquisition. Alors, qu'est-ce qui change dans le cerveau d'une personne qui sait lire? Il faut penser que vous n'arrivez pas à lire, j'espère, enfin je pense pour la plupart d'entre vous dans cette salle, la pierre de Rosette, mais évidemment, à une certaine époque, il était possible de la lire peut-être de façon fluente. On oublie que c'est vraiment un talent absolument extraordinaire, que ce ne sont jamais que des textures, des pattes de mouche sur du papier ou sur de la pierre, et que néanmoins, par l'apprentissage, nous avons réussi à les décrypter, à en faire du langage. Alors, je présente souvent cette diapositive, qui est un modèle extrêmement simplifié, mais l'idée, c'est que, avant même l'apprentissage de la lecture, notre cerveau comprend des régions qui sont probablement présentes très tôt, dès la naissance. Lise a parlé de la vitesse d'apprentissage du langage, et ce sont des régions qui sont spécialisées pour le langage parlé, pour la phonologie, le lexique, la syntaxe, le sens des mots parlés. Et lorsque l'enfant a 3, 4, 5, 6 ans, il a déjà un système très élaboré de langage parlé. Vous savez qu'il apprend pratiquement 5 à 10 mots par jour à partir de l'âge de 18 mois, 2 ans. Donc c'est un système qui s'enrichit extrêmement vite. Alors l'apprentissage de la lecture va permettre de rentrer dans ce circuit par le biais de la vision, par le biais du cortex visuel et surtout d'une aire que nous avons découverte et nommée avec Laurent Cohen, Visual Word Form Area, la boîte aux lettres du cerveau. Il y a une région du cerveau, une série de régions qui extrait l'identité des lettres et qui l'envoie au système du langage, et en particulier aux représentations phonologiques qui permettent donc de mettre en connexion les lettres avec les sons. Et c'est ainsi que nous avons une sorte de substitution sensorielle. Au lieu d'écouter la langue, nous pouvons maintenant la lire, la regarder, et comme le disait Quevedo, entendre la voix des morts par les yeux. C'est une belle métaphore de ce que nous faisons. Nous pouvons communiquer avec des personnes qui ont écrit il y a plusieurs milliers d'années sans difficulté. Alors, qu'est-ce qui change lorsqu'on apprend à lire? Nous avons fait beaucoup d'imagerie cérébrale pour montrer que l'une des régions clés, c'est effectivement cette région de la forme visuelle des mots qui est située dans l'hémisphère gauche, à la base du cerveau, dans le lobe temporal, dans la région occipito-temporale gauche. Vous voyez ici cette région en vert qui répond spécifiquement aux mots écrits de façon très sélective, qui ne répond pas, par exemple, au visage ou aux maisons ou aux échiquiers dans cette expérience ici, et qui n'est pas là si les enfants n'ont pas appris à lire. Voilà. Vous voyez qu'il y a une organisation, il y a une mosaïque de régions cérébrales chez les enfants lecteurs de 9 ans ici, dont cette région en vert, et qui n'est pas là chez les enfants qui n'ont pas appris à lire. Elle est là chez les enfants de 6 ans lorsqu'ils ont appris à lire. Vous voyez que l'organisation n'est pas parfaite, le système va continuer de se développer, mais il se met très vite en place chez les enfants qui ont appris à lire. Donc nous avons tous une petite région du cerveau, à peu près toujours au même endroit, qui répond aux chaînes de lettres.
Et dans une expérience récente, nous avons répondu à une question qu'on me pose souvent, est-ce qu'on peut apprendre à lire à différents âges? Qu'est-ce qui se passe chez les enfants qui apprennent plus tôt? Donc nous avons recruté des enfants de différents âges. Un peu plus tôt, nous avons souvent des enfants de grande section de maternelle qui savent déjà un petit peu lire, qu'on a appelé ici les beginning readers, qui sont ici au milieu. Vous voyez qu'il y a déjà des réponses sélectives en vert à la catégorie des mots écrits et à ces autres catégories. Et cette expérience nous a permis de séparer les effets de l'âge des effets de l'apprentissage. On a pu avoir un nombre suffisant d'enfants et faire une régression où il y a un régresseur, une variable qui prend en compte l'effet de l'âge et une variable qui prend en compte l'effet de la connaissance du système de lecture. Et on a pu voir que la région de la forme visuelle de mots est entièrement déterminée par la capacité de lecture et pas par l'âge. Voilà. Ici, vous avez donc l'activation tout à fait particulière au mot dans l'hémisphère gauche, dans ce sillon occipito-temporal, déterminée par la capacité de lecture, quel que soit l'âge, indépendamment de l'âge. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas le cas pour d'autres régions du cerveau. Par exemple, la région qui s'intéresse au visage, qui est plutôt dans l'hémisphère droit, eh bien, elle dépend entièrement de l'âge et pas de l'apprentissage de la lecture. D'accord. Ce que ça veut dire, c'est que notre cerveau accumule des statistiques sur l'environnement. Il faut beaucoup de temps pour apprendre les visages. C'est un peu surprenant d'ailleurs. Hein. C'est un système qui se développe jusqu'à l'adolescence, au moins. Mais sans doute parce qu'il faut rencontrer beaucoup de visages pour accumuler les statistiques, eh bien, ce même système, une partie de ce système visuel qui apprend les différentes catégories d'objets, nous le réorientons en lui donnant une dose massive de lettres, en France, au CP, typiquement. Nous nourrissons ce système avec de nouveaux stimuli visuels, qui sont les chaînes de lettres, et une petite partie de ce système, très vite, va se spécialiser pour la lecture. Alors, on a eu la chance de pouvoir le regarder en détail dans une étude relativement récente avec ma femme, Ghislaine. On a eu la permission de scanner 10 enfants un par un et de le faire de façon répétée, pratiquement tous les 2 mois. On avait donc 2 scans avant l'entrée à l'école et 4 scans tout au long de l'année de CP et encore un scan pour 8 d'entre eux une année plus tard. Et vous voyez que donc là, ici, on voit chaque couleur représente un enfant. Tous ces enfants avaient été choisis parce que eux n'avaient pas appris à lire en maternelle, donc ils sont assez bas avant l'entrée à l'école, ici en bas. Et puis, l'enseignement fonctionne bien en France quand même, il faut le dire. Il y a une certaine variabilité entre les enfants, mais très vite, ils apprennent les correspondances graphèmes-phonèmes et leur fluence de lecture, le nombre de mots lus par minute augmente. La cible, c'est quand même 50 mots par minute en fin de CP, donc vous voyez qu'il n'y a que 2 enfants qui arrivaient ici. C'est une cible élevée, mais on peut y arriver par de bonnes méthodes d'enseignement de la lecture. Alors, on a regardé dans leur cerveau, le cerveau d'un de ces enfants, et vous voyez très nettement ici des réponses très faibles, voire absentes, avant l'entrée à l'école. Ce sont les réponses sélectives aux mots par rapport à d'autres catégories d'objets. Et vous voyez apparaître ce circuit de la lecture, et en particulier cette région, on peut zoomer ici sur cette région de la forme visuelle des mots, qui comprend plusieurs patchs de cortex, qui sont tout de suite à la bonne place, qui apparaissent très vite, quelques mois, quelques semaines après l'entrée à l'école, mais qui évidemment vont se raffiner, devenir plus intenses. Et je parlerai un petit peu plus tard du reste de ces activations ici. Mais retenez simplement donc que l'entrée à l'école s'accompagne d'une spécialisation rapide et massive d'une petite région cérébrale qui se spécialise pour les chaînes de lettres. Voilà, ici on voit les visages dont les réponses au visage sont déjà présentes avant l'entrée à l'école, donc en maternelle ici, et continuent de se développer, mais c'est à peine visible à l'œil nu, c'est un développement assez lent. Avec l'aimant à 7 Tesla de neurospin, on peut maintenant faire des images beaucoup plus raffinées, pas encore chez l'enfant, mais ici chez l'adulte, et voir un petit peu plus précisément ce que fait cette région de la forme visuelle des mots. Et ici, on a soumis, donc c'est une personne, on a évidemment plusieurs personnes ici qui sont bilingues, et on les a soumis à toutes sortes de stimuli qui sont toujours des chaînes de 6 lettres, donc qui pourraient être des mots, mais vous voyez qu'ici, vous avez des mots en français et en anglais, et puis plus vous allez vers la gauche et vers le bleu ici, plus on viole progressivement les statistiques du français ou de l'anglais. Donc ceci pourrait être un mot en français ou en anglais, mais plus on va vers la gauche, plus on viole ce qu'on appelle les bigrammes, c'est-à-dire les paires de lettres, et puis ensuite la fréquence même des lettres isolées. Donc ici, ce sont des lettres rares. Peut-être ça pourrait être un mot en polonais, j'en sais rien, mais certainement pas en français. Et vous voyez que pour le cortex visuel, ici à l'arrière du cerveau, ça ne fait aucune différence. Mais pour la région de la forme visuelle de mots, d'abord, vous voyez que c'est plusieurs tout petits patchs de cortex. Ça, c'est une découverte toute récente. On pensait que c'était une région, on pensait que c'était une étoile, et avec un télescope un peu meilleur, on voit que c'est une galaxie.
On peut zoomer grâce à ces nouvelles machines d'imagerie cérébrale et voir les détails de l'organisation corticale. Donc nous avons des petits patchs de cortex très spécialisés pour la lecture, et dans ces patchs, vous voyez une sensibilité aux statistiques du français. Plus on respecte les statistiques de la langue connue, plus cette région se met à répondre. Autrement dit, elle a acquis une connaissance statistique de la langue. C'est ça que nous faisons lorsque nous apprenons à lire. Nous apprenons quelles lettres vont à quel endroit, quelle est l'identité des lettres et quelles sont leurs positions relatives. Dans cette expérience, c'était des bilingues anglais-français, et nous avons vu qu'il n'y avait pas de différence, même à cette échelle extrêmement fine. Ce sont exactement les mêmes morceaux de cortex qui s'intéressent à l'anglais et au français. Sans doute parce que c'est le même alphabet. On a fait la même expérience en chinois-anglais, donc c'était des bilingues chinois-anglais, testés à Neurospin, et le résultat est un tout petit peu différent. En vert, ici, vous avez des régions qui sont absolument communes aux deux langues. Donc on peut encore dire que la majorité de la région de la forme visuelle des mots apprend à lire et le fait dans deux systèmes d'écriture différents ici. Donc vous voyez un petit bout de cortex qui répond à l'anglais et au chinois, et qui a ce gradient d'activation à travers des stimuli qui approximent de mieux en mieux le chinois, ou qui approximent de mieux en mieux l'anglais. Ici c'est l'anglais, ici c'est le chinois. Voilà. Mais on a aussi fait une découverte, c'est qu'il y a des tout petits bouts de cortex qui ne s'intéressent qu'à l'une seule de ces deux langues. Et par exemple ici le chinois. Donc vous avez un voxel ici qui répond que au chinois, qui a le gradient que en chinois, pas du tout pour l'alphabet ici. Et qui ne répond pas aux stimuli alphabétiques en anglais. Et de façon encore non comprise, cette région répond également au visage. Et ça, on ne le comprend pas, mais il y a quelque chose de commun, de partagé entre la reconnaissance des visages et la reconnaissance du chinois. Donc cette compétition et collaboration entre des réseaux visuels qui s'intéressent au visage, aux mots, reste encore à comprendre. Bon, ça c'est pour vous donner une idée de l'échelle extraordinaire de précision à laquelle on arrive maintenant pour comprendre ce système de lecture. Alors maintenant, je voudrais vous montrer qu'on peut le modéliser et essayer de descendre au niveau neuronal. Avec l'IRM, on ne voit pas les neurones. Dans ces voxels qui sont de l'ordre du 1,2 mm de côté, donc 1,8 mm au cube, il y a encore plusieurs dizaines de milliers de neurones. Et ce sera très difficile, voire impossible, de voir les neurones individuels avec l'IRM. Mais on peut essayer de faire des prédictions sur la base de modèles théoriques. Et avec Akash Agrawal, dans le laboratoire, on simule des réseaux de neurones artificiels pour essayer de simuler ce qu'on appelle le recyclage neuronal, le recyclage du cortex visuel pour apprendre à lire. Alors, l'idée est très simple. On prend un réseau de neurones, en l'occurrence ici qui vient de MIT, qui s'appelle CornetZ, qui est considéré comme l'un des meilleurs pour modéliser le système visuel de tous les primates. Donc il a une série d'aires cérébrales qui ressemblent un petit peu aux aires réelles, V1, V2, V4, IT ici. Et au départ, il est entraîné à reconnaître des images. Et vous savez que l'IA, maintenant l'intelligence artificielle, arrive à reconnaître des images très bien. Donc ce réseau arrive à allumer l'une de 1000 unités de sortie pour donner la catégorie de l'image. Par exemple, c'est un chien, ou c'est une scène de nature, ou c'est une maison, etc. Donc on lui apprend tout ça, comme d'habitude, et puis ce qu'on a fait de nouveau, c'est qu'on lui a donné 1000 autres sorties pour 1000 mots. Donc on lui a appris à lire. Donc dans cette deuxième phase de l'expérience, on apprend au réseau à mélanger parfois certains essais des mots, parfois des images, 50-50, et le réseau doit maintenant apprendre à dire que ça c'est le mot graine et qu'il faut allumer l'une des unités pour le mot graine. Voilà. Alors lorsqu'on a fait cet apprentissage, on a donc transformé un réseau illettré en réseau lettré, un peu comme les expériences que nous avons fait chez l'enfant, et je ne vous en ai pas parlé chez l'adulte aussi, et on a vu qu'apparaissaient un certain nombre d'unités spécialisées dans la lecture, qui ressemblent donc à l'ère de la forme visuelle des mots. Ici, il y a 33 unités qui se sont absolument spécialisées, qui ne répondent que aux stimuli écrits, des chaînes de lettres, et pas du tout au visage, ou au corps, ou aux maisons. Et on commence à comprendre comment l'information est codée dans ces neurones. Je vais vous montrer ça. On pense qu'essentiellement, chaque mot écrit est représenté comme une sorte de code barre, c'est-à-dire un patron d'activité avec des neurones activés et des neurones inactivés parmi ces unités spécialisées pour la lecture. Donc chaque mot, chaque objet mental en réalité que nous reconnaissons, mais chaque mot est représenté par certains neurones activés et d'autres pas activés ou moins activés. Et que font ces neurones? Je vais essayer de vous montrer qu'en fait, ils sont spécialisés dans la reconnaissance des lettres et dans la reconnaissance de la position relative des lettres à l'intérieur du mot. Vous voyez par exemple ici un neurone qui répond à la lettre A, mais sur la gauche du mot, ou un neurone qui répond à la lettre R, mais sur la droite du mot.
Je vais essayer de vous expliquer ça. On prend ces unités et Akash Agrawal, ici, avec Thomas Hanagan, stimule ces unités qui sont dans le réseau de neurones artificiels. Hein. Donc, comme c'est artificiel, on peut vraiment le stimuler comme on veut, avec des millions de stimuli si on veut. On lui présente des milliers de mots en variant la position, la taille, etc. Et on essaye de modéliser la réponse de l'unité avec différentes sortes de modèles. Mais ici, le modèle qui marche le mieux, c'est on code les 26 lettres possibles, verticalement, et on code leur position à partir de la gauche ou à partir de la droite du mot. Et on a trouvé que c'était le meilleur modèle pour expliquer ce que font ces neurones artificiels. Et vous voyez qu'ici, chaque panneau représente une unité différente, et on trouve des unités qui ne répondent, par exemple, qu'à la lettre S, quelle que soit sa position dans le mot, ou la lettre U, quelle que soit sa position dans le mot. Et puis on trouve aussi des neurones qui répondent à certaines lettres, voire à une seule lettre, ou 2 lettres ici, par exemple la lettre R, uniquement à gauche du mot. Et nous pensons que ce code combinatoire permet de représenter n'importe quel mot écrit, en tout cas n'importe lequel des 1000 mots auxquels ce réseau a été entraîné. Alors, quelles sont les propriétés de ces unités? Eh bien, ici, par exemple, vous voyez que ces unités ont appris l'invariance pour la casse. Elles répondent aussi bien aux lettres en majuscules qu'aux lettres en minuscules. On a fité le même modèle 2 fois avec des stimuli en majuscules et en minuscules, et c'est exactement la même sélectivité, ou presque, pour ces unités. Donc, elles ont réalisé l'invariance. Elles ont aussi une sélectivité positionnelle. Ici, vous voyez la sélectivité à la position pour chacune de ces unités. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'unités qui préfèrent la position 1, donc la lettre la plus à gauche des mots. Ici, ce sont les courbes en rouge, avec une sélectivité qui peut être extrêmement étroite ou qui peut être un petit peu plus large, par exemple la position 1, mais aussi un petit peu la position 2. Puis vous avez d'autres unités qui aiment la position 2, vous avez d'autres unités qui aiment la position 3, vous avez des unités qui préfèrent la dernière lettre, l'avant-dernière lettre. Vous voyez qu'on a toutes sortes de sélectivité pour la position. Et nous pensons donc qu'il y a un code factoriel qui avait été proposé par les psycholinguistes, mais jamais vu au niveau neuronal, hein, qui est à la fois une sélectivité pour les lettres et une sélectivité pour la position, la combinaison des deux. Et on comprend bien que si vous avez toutes les lettres et toutes leurs positions, vous pouvez coder n'importe quel mot. Alors, on peut expliquer pas mal de choses avec ce code. On a vu, par exemple, que si on présente les stimuli mêmes qu'on a utilisés dans notre expérience, eh bien, il y a un meilleur fit du modèle que je viens de vous montrer pour les stimuli qui respectent les statistiques du français. D'abord, les mots entraînés, et même les mots, d'autres mots du français obtiennent un meilleur fit du modèle que des lettres rares ou des bigrammes rares, vous voyez, jusqu'à des choses qui ne sont pas des lettres, qui pourraient être des lettres dans une autre écriture. Donc, on retrouve l'idée que ce réseau de neurones, comme le cerveau, s'est ajusté aux statistiques de l'entrée qu'il a reçue et s'est ajusté à coder les lettres au bon endroit, avec les bonnes statistiques par rapport aux stimuli qu'il a reçus, qui sont par exemple du français. Ensuite, on peut entraîner des réseaux de neurones à apprendre n'importe quelle langue. Alors, on s'est amusé un petit peu ici à entraîner au même réseau de neurones à reconnaître des mots écrits en français, en anglais, en chinois, en telugu, en malayalam. On a aussi créé des réseaux de neurones bilingues, anglais-chinois, anglais-français, et on compare avec les réseaux de neurones illettrés. Et vous voyez que chez les réseaux de neurones illettrés, il n'y a pratiquement pas d'unités qui répondent sélectivement aux mots, mais chez les réseaux de neurones lettrés, eh bien, on trouve des unités qui répondent aux mots écrits, et particulièrement dans la langue qui a été apprise. Donc si vous entraînez un réseau de neurones à reconnaître du français écrit, alors il reconnaît bien le français, il généralise à l'anglais, mais il répond beaucoup moins bien aux autres langues, en particulier le chinois, il répond un petit peu au malayalam, ici, qui ressemble un petit peu dans la forme de ces lettres. Et on peut expliquer de cette manière-là l'émergence de régions du cortex qui sont sélectives à l'écriture qui a été apprise, mais qui généralisent un petit peu, voire parfois beaucoup, à une autre langue. On retrouve ici le phénomène qui est qu'on peut être bilingue en anglais-français sans avoir d'unité supplémentaire. Et par contre, si on est bilingue anglais-chinois, eh bien, il y a des unités supplémentaires. Et en fait, je ne vous montre pas sur cette diapo, mais il y a des unités séparées en partie pour le chinois et pour l'anglais. Donc on retrouve ce qu'on a trouvé au niveau de l'imagerie cérébrale. Donc ce n'est pas un mauvais modèle du tout. Ce n'est pas un modèle très réaliste de la connectivité cérébrale, mais ce n'est pas un mauvais modèle de la manière dont le réseau se transforme sous l'influence de l'apprentissage de la lecture. Alors, il y a un vrai challenge pour nous qui est de comprendre comment ce réseau arrive à coder la position relative des lettres. Si vous connaissez ces réseaux de neurones, ils ont au départ une toute petite fenêtre sélective qui se déplace, c'est ce qu'on appelle des réseaux à convolution, et cette fenêtre est rétinotopique.
Donc, au départ, le réseau de neurones est myope, il ne voit qu'une toute petite partie de l'image. Comment il fait pour savoir que c'est la première lettre, quelle que soit la position du mot, ou la deuxième lettre, ou la troisième lettre? On a essayé de comprendre cela, et on a analysé pour ça toute la hiérarchie. Jusqu'à présent, je vous parlais des unités dans ce dernier niveau, ici. Et vous voyez que si le réseau est illettré, il y a très peu d'unités qui répondent aux mots ici, alors que s'il est lettré, il y a beaucoup d'unités, ça dépend des simulations. Ici, dans ce réseau-là, il y en a 67. Bon, on a trouvé que si on analysait les aires précédentes, on trouve aussi beaucoup d'unités qui se spécialisent pour la lecture, y compris jusque dans l'aire visuelle primaire, ici, qui est simulée dans ce réseau. Voilà. Donc, il peut y avoir des régions qui répondent aux lettres. Il y en a évidemment dans le réseau illettré, juste parce que ce sont des formes qui peuvent être reconnues par certains neurones, mais vous voyez qu'il y en a très très peu ici, et qu'on en trouve de plus en plus, en particulier dans la région V4 et IT ici, chez le réseau qui est devenu lettré, alphabétisé. Alors, comment il marche? Eh bien, on a analysé finement les types de stimuli qui peuvent activer ces unités. Là, peut-être c'est vraiment cet aspect des diapositives s'applique à ceux qui s'intéressent vraiment aux neurosciences ici. Mais on peut créer des stimuli qui dissocient la position absolue du mot sur l'écran et la position des lettres. Vous voyez, par exemple, ici, on a choisi une lettre qui est indiquée par O, et on l'a mis soit en premier, soit en deuxième, soit en troisième, ou soit en quatrième dans la position ordinale à l'intérieur du mot, mais on a aussi fait varier la position de ce mot ou de cette chaîne, qui peut être tout à gauche jusqu'à tout à droite ici. Alors ça va nous permettre de dissocier, est-ce que les neurones répondent à la position rétinienne, absolue sur l'écran, ou bien est-ce qu'ils répondent à la position relative? Si vous avez des unités qui codent pour la position relative des lettres, par exemple toujours la première lettre, eh bien elles doivent former des colonnes dans ce diagramme. D'accord? Parce que ça veut dire qu'elles répondent par exemple à la lettre O en premier, donc elles répondent quelle que soit la position du mot. Des unités qui répondent à la position absolue, rétinotopique, sur la rétine, doivent avoir ce type de patron, parce que par exemple, elles vont répondre à la lettre O au milieu, et il y a toujours une lettre O au milieu dans tous ces stimuli ici. Vous voyez, à mesure qu'on déplace le mot, il faut déplacer la lettre dans l'autre sens. D'accord? Donc retenez que ce patron de réponse, ce sont des réponses rétinotopiques. Ce patron de réponse verticale, ce sont des réponses ordinales, la première lettre, la dernière lettre. Et on cherche à expliquer comment ces unités-là émergent à partir d'unités de ce type. Voilà. Alors, je crois qu'on a compris. Et on est encore en train d'analyser ça, c'est pas encore publié, mais c'est vraiment intéressant de voir. C'est une sorte de rêve de neuroscientifique, parce qu'on ne fait pas vraiment d'expérience, on fait des expériences in silico dans l'ordinateur, et on peut tout regarder, chaque synapse, chaque activation, changer les stimuli. Donc je ne sais pas si on pourra jamais un jour faire de telles expériences dans la réalité. C'est vraiment un modèle où on peut tout examiner. Alors voilà, par exemple, vous vous souvenez qu'il y a des unités qui répondent à une lettre, quelle que soit sa position. D'accord? Ça, c'est facile à expliquer. Pourquoi c'est facile à expliquer? Parce que dès l'aire visuelle primaire, vous trouvez des neurones qui préfèrent une certaine lettre, ou en tout cas un groupe de lettres, par exemple toutes les lettres qui ont des courbes, et elles le font de façon rétinotopique. C'est normal, elles ont un champ récepteur, et dans ce champ récepteur, elles ont un filtre qui est déjà capable de détecter qu'il y a des courbes sur l'entrée. Et puis, plus on augmente, plus on avance dans la hiérarchie des aires de ce réseau de neurones, eh bien, plus on va trouver des régions de ce type, des neurones de ce type, pardon, et comme vous savez que c'est un réseau à convolution, ça veut dire que quand vous en trouvez une, vous en trouvez d'autres qui répondent à une autre position, comme ça. Donc, vous voyez toutes ces unités qui répondent à différentes positions. Elles sont toutes rétinotopiques, mais plus on avance dans la hiérarchie, plus leur champ récepteur s'élargit. Vous voyez qu'ici c'est très étroit, et ici c'est un peu plus large. Vous montez encore un petit peu, ça devient de plus en plus large. Si vous montez encore un petit peu, ça devient tellement large qu'en fait, il y a une invariance de position. C'est très banal, ce que je dis là. Tous les réseaux de neurones à convolution fonctionnent comme ça. Ils ont une invariance de position simplement parce que leur champ récepteur s'élargit et qu'ils font du pooling, c'est-à-dire qu'ils assemblent les réponses des neurones de l'étape d'en dessous. Donc ça, c'est facile à expliquer. Vous avez des neurones qui répondent à un S n'importe où sur l'écran, comme vous avez des neurones qui répondent à un visage n'importe où sur l'écran. C'est le but de ces réseaux de neurones. Ce qui est plus dur à expliquer, c'est des unités comme celle-ci que je vous ai présentées au départ, qui répondent à un A, mais seulement quand il est à la gauche du mot. Donc seulement à la position 1 ou un petit peu à la position 2. Comment on explique ça? Alors, on a compris, voilà. Dès la région V2, pas dans V1, mais dans V2, dans le réseau de neurones, il y a des unités qui ont cette forme-là, c'est-à-dire qu'elles répondent à une lettre particulière qu'elles préfèrent, elles répondent à une position relative,
mais seulement à une certaine position absolue. Donc elles n'ont pas la colonne complète, qui serait l'invariance complète de position, mais elles sont déjà capables de dire « je vais répondre uniquement à cet endroit précis s'il y a, disons, un A, mais seulement s'il est en premier. » D'accord ? Alors comment font-elles ? Eh bien, on a compris, elles répondent avec la détection d'un espace. Elles sont sensibles au fait qu'il y a un espace et une autre lettre. D'accord ? Et l'espace, ça peut être détecté parce que ça veut dire n'importe quelle lettre qui est là va inhiber le neurone. D'accord ? Donc, un espace et la lettre A, c'est un champ récepteur qui est tout à fait facile à acquérir dès la région V2 et qu'on va trouver ensuite dans la région V4, par exemple, ici. Et vous voyez que là, il suffit de déplacer ce champ récepteur et puis il s'élargit, mais il s'élargit cette fois-ci verticalement parce que tous ces neurones sont sensibles à ce filtre-là, espace, lettre 4, dans des positions de plus en plus étendues, et à la fin, on a la colonne complète. Donc, il faut expliquer que c'est un champ récepteur particulier qui dit « je veux une certaine lettre à droite d'un espace ». Et c'est ça qui va me dire « je suis la première lettre du mot ». On comprend maintenant que ça, c'est la première étape et qu'ensuite, les lettres du milieu du mot vont être codées en tenant compte du fait qu'elles ne sont pas la première lettre, etc., etc. Donc, je ne rentre pas trop dans le détail, c'est un peu plus compliqué que ce que j'explique aujourd'hui, mais disons qu'on a compris ce code neuronal potentiel dans un réseau de neurones artificiels, mais on pense qu'il y a une correspondance avec la réalité, qui est des neurones qui codent pour des lettres particulières à une certaine position, avec des courbes d'accords qui sont précises pour la première et pour la dernière lettre, qui sont de moins en moins précises à mesure que les lettres sont à l'intérieur du mot, parce qu'elles sont plus loin de l'espace qui sert à délimiter le début et la fin des mots. Alors, est-ce qu'il y a de l'évidence pour un tel modèle ? Ben, évidemment, on utilise nos outils d'imagerie cérébrale pour aller chercher cette évidence. Je crois que je n'ai pas le temps de rentrer dans un immense détail, mais on utilise l'IRM à 7 Tesla, la magnétoencéphalographie également, et par des méthodes sophistiquées de décodage et de ce qu'on appelle representational similarity, on arrive à dire, au départ, il y a un code pour la position absolue, et il est particulièrement vrai dans V1, V3, c'est des aires rétinotopiques, c'est déjà connu. Et ensuite, il y a un code pour la position absolue des lettres, pour l'identité des lettres, et finalement, on voit apparaître un tout petit signal pour la position ordinale des lettres, qui est ce qu'on prédisait. Donc ça, c'est la prédiction du modèle, et c'est un peu plus vrai et un peu significatif dans l'ère de la forme visuelle des mots. Vous voyez que ce sont des signaux très faibles. C'est normal, parce que ces neurones sont mélangés dans le tissu cortical, donc c'est très difficile de séparer leurs signaux avec l'IRM, même si on a des images qui sont à l'échelle du millimètre ici. Mais on peut faire encore mieux. On peut aller voir, ça va peut-être vous paraître un peu absurde, mais on peut faire un modèle du primate non humain de l'apprentissage de la lecture. Et on a plusieurs articles sur cette question. C'est pas absurde, on peut présenter des stimuli écrits aux singes et on peut même leur apprendre à reconnaître certains de ces stimuli écrits et voir quel est le code neural chez eux. Donc on en est à un deuxième article, il y a plusieurs collaborations. La première est publiée, mais je vais vous parler de la deuxième qui est avec S.P. Haroun à Bangalore, qui a ce système absolument remarquable. On peut enregistrer des neurones chez le singe, qui est en comportement ici, pratiquement en liberté, sans être fixé, sans que la tête soit fixée, avec un système sans fil. On lui présente des chaînes de caractères et on commence à trouver des unités qui répondent effectivement à certaines lettres, à certaines positions. Je vous montre juste 2 neurones ici pour vous dire que je crois qu'on y est. Même chez un singe d'ailleurs qui est très peu entraîné, voire pas entraîné du tout, parce qu'on recycle des régions qui ont déjà cette capacité de reconnaissance des formes et qui vont se spécialiser encore plus avec l'apprentissage de la lecture. Donc vous voyez ici un neurone qui répond à la lettre O. On avait 6 lettres possibles pour former ces mots et toutes ces positions à l'intérieur du mot. Et ici, c'est la position rétinotopique. Vous voyez que le modèle est bien prédit par la position rétinotopique. Autrement dit, il aime la lettre O à un certain endroit bien précis. Vous voyez ici tous les mots. On a ordonné les 180 mots qu'on a présentés aux singes. Et vous voyez que les préférés, ici le top 10, c'est tous ces mots qui partagent la position de la lettre O à un certain endroit particulier de l'écran. Mais mieux encore, on trouve des neurones comme celui-ci, ici, dont le top 10, ce sont pratiquement tous des mots qui commencent par un O ou une lettre courbe comme P à gauche. Et vous voyez que le fit n'est pas tout à fait aussi bon, mais il y a des neurones ordinaux qui aiment la position 1, ici par exemple, et qui aiment aussi une certaine lettre dès le cortex inférotemporal du singe macaque. Évidemment, on aimerait pouvoir faire ça chez l'homme, mais ce n'est pas totalement impossible non plus, et je vous montre juste une diapo d'une collaboration en cours, qui est en cours de publication ici, avec Itzhak Fried, qui est bien connu pour avoir été le premier à
développé des méthodes où chez les patients épileptiques, on peut enregistrer des neurones uniques chez l'homme. Et avec Yair Lacretz et Nama Friedman, on a développé des stimuli pour étudier les réponses linguistiques, écrites et parlées aux phrases. On développe des modèles de ces réponses neuronales où on essaie de voir si c'est l'orthographe, le lexique, la prononciation, la syntaxe qui explique, ou la sémantique qui explique les réponses de ces neurones. Et vous voyez ici, je vous montre 2 neurones qui répondent à des lettres particulières. Celui-là, par exemple, répond au W vers le milieu ou vers la droite des mots. Si vous avez tous les mots qui contiennent un W vers le milieu ou vers la droite, forte réponse neuronale, et d'autres mots avec des W ou sans W, pas de réponse de ces neurones. Donc on commence, c'est tout premier indice, qu'on a des neurones qui correspondent à ces prédictions du modèle ici. Un autre neurone qui aime bien ici les lettres pointues, angulaires, donc pas une lettre particulière, mais plusieurs, et qui les aime particulièrement en début de mot ou éventuellement en milieu de mot ici. Alors, bon, j'arrête avec ces modèles, même si vous voyez que j'aime bien essayer de rentrer dans le détail du mécanisme. Mais en quoi est-ce que ça nous aide pour comprendre l'apprentissage? Eh bien, on commence à utiliser cette modélisation, aussi ces imageries, pour comprendre les dyslexies. Alors d'abord, on a fait pas mal de manips pour voir qu'est-ce qui s'active anormalement chez les enfants dyslexiques. Et chez un enfant de 9 ans qui ne sait pas lire, c'est un groupe d'enfants ici, vous voyez que la première observation, c'est que l'activation de l'aire de la forme visuelle du mot n'est pas normale. Il n'y a pas suffisamment d'activation dans cette région par rapport à des enfants du même âge qui ont correctement appris à lire. Vous voyez cette absence d'activation. Ce n'est pas la seule désorganisation, mais c'est intéressant de voir qu'il y a aussi une désorganisation du système de reconnaissance des visages ici. On pense que l'un est la conséquence de l'autre. C'est très difficile avec ces images de séparer les causes et les conséquences. Mais le fait d'avoir appris à lire spécialise cette région et probablement déplace l'activation au visage dans l'autre hémisphère. Et tout ceci pourrait tout à fait être la conséquence de troubles ailleurs dans le cerveau. On ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence, cette anomalie. Mais c'est un biomarqueur très clair, une anomalie d'activation de l'aire de la forme visuelle des mots. Alors, on a pu le répliquer récemment dans une étude comparative en français et en chinois, avec des collègues chinois. Donc, évidemment, les enfants français voyaient des mots en français, les enfants chinois voyaient des mots en chinois. Et dans les deux cas, vous voyez ici qu'il y a une très forte réduction de l'activation de la forme visuelle, de l'aire de la forme visuelle des mots, donc la région en vert, qui disparaît très largement chez les enfants dyslexiques par rapport aux enfants qui apprennent à lire de façon normale. Et ceci n'est pas dû à plus de variabilité interindividuelle, parce que le pic d'activation lui-même ne montre pas autant d'activité chez les dyslexiques par rapport au contrôle. Ce qui est frappant, c'est que c'est le même circuit de la lecture dans toutes les langues, y compris le chinois, à quelques millimètres près. Et en fait, ce n'est pas juste cette région dont je vous parle, l'aire de la forme visuelle des mots, la région fusiforme ici, occipito-temporale, mais en fait, beaucoup d'autres sites, à un moindre degré parfois, montrent une hypoactivation chez les enfants dyslexiques. Il y a donc un circuit insuffisamment activé chez les enfants dyslexiques par rapport aux autres enfants, et là encore, avec pratiquement aucune interaction avec le langage qui est appris par les enfants. C'est-à-dire que les bases neurales des troubles de la lecture, vues avec l'IRM fonctionnel, sont très similaires chez les enfants français et chez les enfants chinois. Les bases neurales de la dyslexie sont extrêmement similaires. Alors c'est un circuit, et ça nous amène au modèle cognitif de la dyslexie qu'on développe avec Nama Friedman, qui travaille sur ce sujet depuis 15 ou 20 ans, et puis Cassandra Potier-Watkins au laboratoire. L'idée, c'est que je vous ai montré, j'ai esquissé vraiment un circuit de la lecture. Eh bien, on peut avoir des troubles de la lecture parce qu'on a des anomalies dans différents sites de ce circuit. Et en particulier, depuis des années, on pense que les troubles phonologiques sont à l'origine de beaucoup de dyslexie. Les enfants qui n'entendent pas bien les sons du langage, qui n'arrivent pas bien à catégoriser les sons du langage, vont avoir des difficultés à apprendre à lire. Mais de plus en plus, on s'aperçoit que la dyslexie peut aussi venir de troubles de la conversion graphème-phonème, voire, pourquoi pas, de troubles spécifiques du code orthographique. Et on a travaillé là-dessus avec Nama Friedman pour montrer qu'effectivement, il y a des déficits qui ne peuvent s'expliquer que par ce niveau du codage orthographique, du codage des lettres dont je vous parle. Alors, en fait, le modèle que je vous ai présenté fait des prédictions sur ce sujet. Donc, si on a cette idée qu'un mot est codé par des lettres et
des bigrammes avec les espaces. Ça veut dire que, par exemple, le mot badge va être codé par des neurones qui disent c'est B en premier, c'est A en deuxième, il y a un D, il y a un G, il y a un G vers la droite, il y a un E tout à fait à droite. Voilà quel serait le code neural. Évidemment, il y a sans doute plusieurs milliers de neurones comme ça, mais voilà le genre de code neural pour le mot badge. Eh bien, si c'est ça le code neural pour le mot badge, d'abord, les erreurs peuvent venir de ce problème de précision des lettres au milieu. Voyez, les lettres au milieu ne sont pas codées très précisément, et on sait que chez tous les lecteurs, chez vous ici, vous allez pouvoir lire des stimuli comme celui-ci, Kmabridge, ou badge. Je ne sais pas si vous avez vu que ce n'était pas le mot badge, là. Hein, c'est pas le mot badge, mais on résiste à des transpositions de lettres parce qu'au milieu des mots, les choses ne sont pas codées de façon très précise. Donc c'est un effet normal, mais on pense qu'il y a des enfants qui souffrent d'un déficit à ce niveau-là. S'ils n'ont pas suffisamment d'unités pour coder l'information, si le codage est trop flou, ils vont souffrir d'une forme de dyslexie qu'on appelle letter position dyslexia, dyslexie de position de lettres. Ils vont transposer les lettres au milieu des mots et faire des erreurs de lire par exemple form à la place de from. Okay. Premier type de dyslexie. Deuxième type de dyslexie, le mélange de mots différents. Imaginez que je vous demande de lire fun badge. Okay. Fun badge. Alors ça veut dire qu'il y a des neurones qui doivent aussi coder le mot fun. Donc peut-être il y en a un qui dit c'est F en premier, c'est U quelque part, et puis il y a N en dernier. D'accord ? Eh bien, imaginez maintenant que en une seule fixation, vos neurones codent les deux mots. Vous allez peut-être lire fudge. Voilà. Le code neuronal pour fudge a été activé en même temps que le code neuronal pour fun et pour badge. Et évidemment, si vous ne vous mélangez pas les pinceaux, c'est parce que vous arrivez à focaliser votre attention sur un seul mot à la fois et ne pas laisser entrer le code neural pour les mots voisins. Eh bien, on sait qu'en fait, c'est déjà une source de problème pour le lecteur normal. Il y a ce qu'on appelle illusory conjunction. Si on flash des lettres très brièvement dans des conditions d'attention restreinte, vous allez mélanger les lettres de différents mots. Et le modèle prédit que vous allez mélanger la première lettre avec la première lettre, la deuxième lettre avec la deuxième lettre, etc. Eh bien, on pense que c'est ce qui se passe dans d'autres formes de dyslexie, qu'on appelle dyslexie attentionnelle, où le type d'erreur, c'est lorsque vous avez plusieurs mots à lire, eh bien les lettres d'un des mots rentrent dans le deuxième, toujours à la bonne position. C'est ça qui est très frappant, la position est bonne, mais les lettres sont empruntées à un autre mot. Donc on parle aussi de binding problem. Les lettres ne sont pas correctement attachées au mot actuel. D'accord ? Donc vous allez lire win-fed comme fin-fed, par exemple. Alors, avec Nama Friedman et Cassandra Potier-Watkins, on a mis au point un test qu'on appelle le test du Malabi, parce que c'est le dessert qu'on était en train de manger quand on a conçu ce test au restaurant. Mais 6 ans après, voilà le test. Le test du Malabi consiste à présenter des listes de mots, de pseudomots et des paires de mots qui sont conçus pour essayer d'éliciter ce type d'erreur. Il y a 2 idées clés. Première idée, il ne faut pas juste regarder le pourcentage d'erreurs, il faut regarder le type d'erreur. C'est une idée très classique en neuropsychologie. Malheureusement, dans le domaine de la dyslexie, on se contente bien trop souvent de dire « Ah, il a fait 15% d'erreurs, il a fait 5% d'erreurs ». Ce n'est pas suffisant. Il faut regarder le type d'erreur. Et il faut avoir des stimuli dans la liste qu'on demande à lire ou dans le texte qui suscitent les différents types d'erreurs. Des mots irréguliers, réguliers, des pseudomots, mais aussi des stimuli qui permettent de transposer les lettres ou qui permettent d'emprunter les lettres à un autre mot. Alors ici, par exemple, dans cette liste, vous avez cygne, qui peut être lu comme singe, ou mère, qui peut être lu comme mari. Et si vous avez une dyslexie de position de lettres, ce sont le genre d'erreurs que vous allez faire. D'accord ? Peut-être aussi dans les pseudomots. Pocile va devenir police. D'accord ? Et puis, ou pormi va devenir promis. Si vous avez une dyslexie attentionnelle, eh bien, la même liste de mots va vous conduire à faire des erreurs dans les parties avec les paires de mots. Bise, vase va peut-être lu vise, base. Une sorte de contrepétrie. Page, pape, je me suis trompé, ce serait pape, page ici, qui serait lu. Et puis, ça peut tout à fait arriver dans les listes de mots isolés. Vous pouvez emprunter, par exemple, le S au mot qui suit, et un enfant va pouvoir dire rase à la place de race. D'accord ? Alors, on va compter ce type d'erreur. C'est ce qu'on a fait ici dans cet article tout récent. Il vient de paraître dans Cognitive Neuropsychology. Et le test est disponible publiquement. Vous avez ici, alors on a testé 16 étudiants avec des dyslexies développementales. Il y en a 7 qui montrent des types d'erreurs tout à fait spécifiques dans ce test. 3 qui ont des types d'erreurs de migration attentionnelle entre les mots et 3 qui ne font des erreurs qu'à l'intérieur des mots. Et c'est une double dissociation tout à fait claire qu'on reproduit
Je vais pas aller un petit peu vite parce que je vois que mon temps est en train d'être dépassé, mais il est important de ne pas se contenter de la première liste initiale qui sert à faire une hypothèse sur ce type de dyslexie, mais à le répliquer avec une liste de mots indépendants. Et ici, vous voyez cette belle double dissociation. Il y a 3 sujets qui ont été retestés qui font beaucoup d'erreurs, entre 11 et 16% d'erreurs ici, uniquement entre les mots, en empruntant des lettres à un autre mot. Et vous avez un autre sujet ici qui ne fait que des transpositions à l'intérieur des lettres. Et ces 2 types de sujets n'ont pas de difficulté phonologique, aucune. Ils n'ont pas de difficulté à convertir les lettres en sons. Donc vous voyez que l'origine de la dyslexie est strictement au niveau orthographique. Alors, on peut étudier ces phénomènes, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Par exemple, les migrations viennent souvent... Ah, je me suis trompé, excusez-moi. Elles viennent souvent du mot suivant. C'est-à-dire que la lettre qu'on emprunte vient du mot qu'on n'a pas encore lu. D'accord ? Peut-être je vais revenir en arrière pour expliquer ça mieux. Ici, ça serait ce type d'erreur. Voilà, vous allez dire rase parce qu'il y a un S dans le mot suivant. D'accord ? C'est plus fréquent que l'inverse. Ce n'est pas intuitif et ça permet de dire que ce ne sont pas des persévérations phonologiques, c'est vraiment des emprunts orthographiques. Il y a beaucoup de petits arguments intéressants comme ça, mais je crois que je n'ai pas le temps. Une des prédictions qui était claire pour les erreurs de position de lettres, c'est que ce sont les lettres du milieu qui souffrent. Et c'est là qu'on va faire des transpositions. Il y a beaucoup moins de transpositions sur les lettres extrêmes des mots, et c'est une prédiction du modèle que les lettres extrêmes des mots sont codées de façon beaucoup plus précise. D'accord ? Et puis, oui, très important, ces erreurs, une fois qu'on les a trouvées, elles ne s'observent pas seulement dans la lecture à voix haute, elles s'observent aussi dans la décision lexicale, c'est dans la compréhension même des mots, de ce que c'est comme mot. Les enfants ne comprennent pas bien ce qu'ils lisent, donc c'est vraiment un déficit au niveau orthographique qui va nourrir à la fois la compréhension et la lecture à voix haute. Donc, tout ça pour dire que les modèles cognitifs, je vous ai présenté une vision extrêmement simplifiée. Le vrai modèle est encore plus complexe que ça, il est ici à droite. Vous voyez, il y a beaucoup de boîtes et d'enchaînements successifs d'opérations. Chacune de ces observations peut conduire à des erreurs, et donc il y a beaucoup de types de dyslexie très différents, et on peut les diagnostiquer. Alors, en quelques minutes qui me restent, comment on va faire pour essayer de s'appuyer là-dessus pour améliorer l'instruction ? Eh bien, il y a beaucoup de phénomènes qui sont connus maintenant sur l'apprentissage. La première chose que je voudrais rappeler, c'est que l'apprentissage du langage écrit n'a pas du tout la même vitesse que celle du langage parlé, pas du tout les mêmes bases biologiques. L'apprentissage parlé, c'est un phénomène très lent, préparé sur le plan biologique, qui commence dès la plus tendre enfance, c'est ce qu'a dit Lise Spelke, et qui va se développer à raison de 5 à 10 mots par jour, 10 mots par jour ici. L'apprentissage du langage écrit, c'est un moment où on fait rentrer dans le système de force des stimuli complètement nouveaux, culturellement inventés, pas attendus par l'évolution, mais qui recyclent notre système visuel. Alors, on a écrit avec plusieurs collègues beaucoup sur les différents principes qui doivent être suivis pour un bon apprentissage, pour un bon recyclage de ces circuits visuels. Je crois qu'on comprend maintenant très bien pourquoi il faut adopter ces différentes idées. Par exemple, un apprentissage systématique de la conversion graphème-phonème, parce que c'est cette voie directe ici qui est la première à se développer, avec une progression systématique, les lettres les plus fréquentes d'abord, parce que le cerveau est sensible aux statistiques des lettres, avec un guidage de l'attention de la gauche vers la droite, en s'associant à la lecture. Tout ceci, ce sont des choses qui ont été testées empiriquement. Et il y a une très forte convergence entre les sciences cognitives fondamentales qu'on fait au laboratoire et puis les sciences cognitives dans la classe où on regarde ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors juste un mot pour dire qu'il faut aussi automatiser la lecture. J'en ai aussi souvent parlé, mais lorsque vous débutez la lecture, vous n'avez pas ce caractère automatique de la reconnaissance des lettres que je vous ai montré. Et vous devez lire pratiquement lettre par lettre, et des lecteurs débutants, comme les dyslexiques, ont un effet très fort du nombre de lettres qui est présenté. Et donc, plus il y a de lettres dans le mot, plus ils sont ralentis. Et en deuxième année, en troisième année, cet effet va disparaître parce que vous arrivez à traiter toutes les lettres simultanément avec le type de réseau de neurones que je vous ai présenté. Donc, je ne sais pas si on a le temps, mais vous pouvez essayer de lire ce texte, c'est en anglais en plus, en faux anglais. Ça vous donne une idée de la difficulté pour un lecteur débutant de devoir lire lettre par lettre, et donc de ne pas forcément pouvoir comprendre parce que toutes ces ressources attentionnelles sont mobilisées par le décryptage des lettres. Donc l'automatisation est absolument essentielle. Si vous n'automatisez pas, vous êtes dans cet état-là, la lecture est très lente,
et puis vous n'arrivez pas à vous concentrer sur la compréhension. Alors, nous avons développé plusieurs outils au laboratoire, et je terminerai juste avec le travail de Marie Lubino. Un travail très appliqué a consisté à mettre à disposition des écoles et des élèves un dispositif d'évaluation de la lecture, de la vitesse de lecture, sans lecture à haute voix. Les tests dont a parlé d'ailleurs Sandra ce matin demandent que l'élève lise à haute voix une liste de mots pendant 1 minute, ce qui demande une personne humaine jusqu'à présent. En tout cas, il n'y a pas d'intelligence artificielle suffisante pour ça. Ici, on a un test où on demande simplement de regarder un mot et de dire est-ce que c'est un vrai mot, je l'envoie vers le livre, ou est-ce que c'est un faux mot, je l'envoie vers le bûcher ici. Et en regardant simplement le temps que ça prend, on voit qu'il y a cette augmentation linéaire du temps de réponse en fonction du nombre de lettres des mots, entre 4 et 8 lettres ici. Et ça nous permet de mesurer très finement la vitesse de lecture et surtout l'automatisation de la lecture. Et quand on fait ce test en 6e, on s'aperçoit que les meilleurs élèves de 6e ont effectivement une courbe plate ici pour les mots. Pour les pseudomots, c'est différent parce qu'il faut quand même les lire précisément. Mais vous voyez que plus on va vers des élèves moins bons en lecture, plus on voit réapparaître cet effet de longueur ici, qui veut dire que ce sont des lecteurs qui n'ont pas automatisé la lecture. Donc, on est capable d'indiquer, enfant par enfant, si la lecture a été automatisée ou pas. Et on peut donner du feedback, à la fois à l'enseignant et aussi à l'élève, pour lui dire « tu as fait tel type d'erreur, ta vitesse de lecture c'est tant ». Tu peux encore t'entraîner, ça devient presque un jeu vidéo, mais aussi tel type d'erreur te pose problème. Par exemple, tu te trompes avec la prononciation des lettres S, C, G. Voilà. Donc ce type d'outil est intéressant pour donner du feedback sur les erreurs des enfants. Et puis on essaie aussi de servir de cet outil, je terminerai là-dessus, pour aider l'éducation nationale à ne pas se laisser piéger par des snake oil, je ne sais pas comment on devrait dire en français, des remèdes miracles, qui en réalité n'en sont pas. Et l'un d'entre eux, malheureusement en France, on a une société agressive qui vend des lunettes et des lampes pour dyslexiques. Alors, vous avez bien compris que leur théorie, c'est que tout vient de la rétine et que donc on peut corriger le phénomène avec des lunettes et des lampes qui clignotent et qui corrigeraient un problème rétinien. Bon, malheureusement, vous avez compris dans ce que je montrais qu'il y a beaucoup de sortes de dyslexie et que ça ne vient pas de la rétine, ça vient de certaines étapes de traitement dans le cortex. On a quand même voulu tester ces dispositifs et donc on a fait exactement le test dont je viens de vous parler sur la lecture des mots et des pseudomots chez les enfants normaux et chez les enfants dyslexiques, avec ou sans ce fameux flicker. D'abord, on l'a fait nous-mêmes avec des écrans d'ordinateur qui clignotent. Vous voyez qu'en fait, c'est plutôt pire. Ça ne change vraiment pas grand-chose, mais c'est plutôt pire d'avoir un écran qui clignote que d'avoir un écran qui ne clignote pas. Mais surtout, chez les enfants dyslexiques, ça ne change rigoureusement rien. Ça ne les aide en rien. Et dans la dernière expérience que je ne vous montre pas ici, on a recruté quelques personnes dyslexiques qui ont acheté ces lampes et ces lunettes et qui disent « ça m'aide beaucoup ». Eh bien, quand on les teste, on s'aperçoit que ça ne les aide pas, ça n'est pas vrai. Et si quelque chose, il y a parfois un effet placebo, c'est-à-dire que quand ils pensent que la lampe est allumée, ça marche, et quand ils pensent que la lampe est éteinte, ça ne marche plus. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la réalité, c'est juste un effet placebo. Donc, la science cognitive peut aussi aider à détecter des phénomènes fantaisistes ou des idées fantaisistes comme ça, et à ne pas les accepter. Je pense que à l'avenir, ça devrait vraiment être à ceux qui proposent des dispositifs de ce type de les tester. Je crois qu'on reste sur l'idée du groupe ID, c'est-à-dire que nous devons arriver à une science beaucoup plus empirique et qu'il ne soit plus possible à quelqu'un de proposer à 500 € ou à des prix très élevés des dispositifs qui en réalité n'ont pas été testés et dont on peut montrer qu'ils ne servent pas à grand-chose. Je n'exclus pas qu'il y ait un tout petit nombre de dyslexiques qui en bénéficient. Il y a une toute petite littérature peut-être, mais c'est certainement pas le remède pour une immense majorité des dyslexiques qu'on rencontre. Je crois que je n'aurai pas le temps de vous parler des efforts qu'on fait pour développer des logiciels d'aide à l'éducation, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.